l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le Monde titrait il y a quelques semaines « Au restaurant, kéfir et kombucha au secours de sommeliers désœuvrés », racontant comment les grands restaurants mettent aujourd'hui à l'honneur boissons sans ou avec très peu d'alcool. On constate en effet l'apparition de sobreliers, accompagnant le métier des sommeliers. Le no-lo est-il un effet de mode ou une tendance durable ? Et comment le marché des vins et spiritueux répond-il à l'appel des no-lo ? Aujourd'hui, un épisode état des lieux du marché des no-lo avec Sylvain Dadé. Sylvain, ça fait quelques années que nous parlons dans les So Wine Talks des no-lo, ces boissons pas ou très faiblement alcoolisées. Pourquoi est-ce que tu souhaitais aujourd'hui revenir sur le sujet et comment le secteur a-t-il évolué dernièrement ? Il me semblait intéressant de faire un point de situation sur les no-lo, puisque c'est une catégorie en fait qui est émergente, en tout cas pour certains des produits qui la composent, cette catégorie. Un certain nombre de produits assez établis pour le coup, comme la bière ou le panaché. D'autres catégories comme les spiritueux no-lo ou le vin no-lo, qui sont des produits un peu plus émergents. Et c'est vrai qu'on a vu un certain nombre d'articles sortir, une presse globalement s'emparer de ce phénomène et qui s'accompagne également d'investissements. On a notamment Moët Hennessy qui a pris récemment une participation dans une marque de no-lo qui s'appelle French Bloom, qui est un produit effervescent. Un certain nombre d'acteurs qui ont communiqué sur des levées de fonds. Donc on sent en fait que le marché, notamment du vin no-lo, pose question, et assez naturellement. Du reste, puisque on est dans un contexte où pour la filière et pour les acteurs du vin en général, c'est intéressant d'examiner ce phénomène, s'il s'agit d'un phénomène, comme un potentiel relais de croissance. Et intéressant en fait de remettre ça en contexte, là où certaines voix d'ores et déjà s'élèvent pour dire qu'il y aurait potentiellement un risque de surproduction de vins désalcoolisés. Donc c'est un peu la question de dire est-ce que c'est pas une sorte de nouvel Eldorado en forme un petit peu de mirage pour les producteurs. Donc je trouvais intéressant de remettre ça un petit peu en contexte et en contexte marché également, avec un certain nombre de données. Et alors justement, est-ce que cette nouvelle tendance des no-lo se retrouve effectivement dans les études de consommation, effectivement dans les chiffres ? Alors si on s'intéresse du coup aux chiffres de la consommation, je reviendrai sur d'autres études marché, mais là je vais m'emparer des chiffres du baromètre So Wine Data 2024. On a 28% des Français qui se déclarent consommateurs de boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool. Et ça, c'est du coup une part, un pourcentage qui est relativement stable finalement. Il n'y a pas un effet boom, puisqu'on mesurait en 2021 cette part à 27%, 29% en 2022 et 2023, et donc 28%, légère décroissance de 1 point en 2024. Donc on voit qu'il y a près d'un tiers des Français qui sont consommateurs de no-lo. C'est évidemment important, mais il n'y a pas, en tout cas dans ces chiffres-là, ces chiffres du baromètre, un effet boom, phénomène au profit des no-lo. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre en perspective du coup ces données France avec du coup l'activité des no-lo plus globalement à l'international. Je trouve intéressant parce que on n'est pas forcément faiseur de tendance en France, d'examiner en fait ce qui se passe dans d'autres marchés. Et là, je m'appuie du coup sur une étude IWSR, qui est une étude récente et qui met en perspective auprès d'une quinzaine de pays la part des consommateurs de no-lo. Et c'est assez intéressant en fait de voir que, en l'occurrence, les États-Unis, qui est pourtant en fait un marché où il y a une dynamique assez forte vers la modération. Il y a une part importante en fait de
de consommateurs qui déclarent en fait arrêter de consommer de l'alcool ou ne pas avoir consommé d'alcool. Mais en fait, c'est un pays dans lequel la part des nolos est assez faible finalement, seulement 7%. Tandis que du coup en Espagne, on est, puisque c'est dans l'étude celui qui, en l'occurrence, a la base de consommateurs la plus importante, qui doit être autour de 40%, un peu plus de 40% de consommateurs de Nolo. Donc la France, en fait, est un petit peu médiane, en fait, entre ces différents extrêmes, avec le UK, qui est le Royaume-Uni, qui est un petit peu en dessous, qui doit être autour de 15-20%, et donc la France 28%. Et finalement, chez SoWine, comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour les nolos? Selon vous, à quoi ça répond? En réalité, c'est une dynamique, les nolos, qui est surtout portée par un désir de modération. Donc principalement ce thème de la modération qui est évoqué par les consommateurs, et ça progresse. Toujours dans le baromètre SoWine Anata 2024, quand on pose la question pourquoi consommez-vous des boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool, eh bien 52% des gens qui nous disent pour consommer moins d'alcool. Et ça progresse nettement de 10 points par rapport à 2023. On était à 42% de répondants sur cet item pour consommer moins d'alcool. Donc on a vraiment globalement cette dynamique qui prévaut en France également, le souci en fait de modérer sa consommation d'alcool. Le deuxième item, c'est pour ma santé, donc un sujet lié à cette modération de prise de conscience que pour sa santé, il faut potentiellement modérer sa consommation. Et puis quand même, en fait, à 41%, donc ex aequo pour ma santé, le sujet du goût. Donc il y a aussi, et ça c'est intéressant de le noter, un certain nombre de consommateurs qui nous disent en fait apprécier les boissons Nolo du fait de leur goût. Et on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que c'est un sujet vraiment d'importance, parce qu'il y a peut-être une certaine disparité dans les boissons Nolo, dans leur catégorie, quant à leur appréciation par les Français sur ce sujet du goût. Mais ça veut dire en fait, et c'est une bonne nouvelle, qu'il y a une partie des consommateurs qu'on peut aller chercher justement en stratégie de conquête sur le Nolo, qui sont peut-être pas des consommateurs naturels des boissons alcoolisées, mais qui se retrouvent du coup sur la promesse no ou low alcool, du point de vue de leur palais, du point de vue de leur goût. Et s'agissant du coup des moments de consommation, de contexte de consommation des nolos, en fait on relève que les nolos sont consommés largement lors de moments de partage finalement assez classiques et des moments assez festifs. 48% des Français, toujours selon le baromètre SoWine, consomment des nolos lors de soirées, à 50% lors d'apéritifs, et 32% les consomment également au cours d'un repas. Donc on voit là aussi que c'est dans ce sujet de la modération, capacité en fait à se retrouver dans des moments très festifs, potentiellement avec l'idée qu'on peut modérer sa consommation. Du reste, au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui a été presque théorisé, cette approche en fait des nolos. Il y a une étude Cam Insight qui du coup classifie 3 comportements chez les consommateurs de nolos. Alors plutôt du coup dans un contexte festif, en imaginant des pubs, en tout cas hors domicile. Il y a un premier comportement qu'ils ont appelé zebra stripping, en fait, qui consiste à se placer dans une logique d'alternance de boissons alcoolisées et sans alcool lors d'une même soirée. Donc en fait, le côté je bois alternativement une boisson avec alcool, une boisson sans alcool. Et ça représente 28% des consommateurs interrogés. Ensuite, il y a un autre comportement qui est le going low, où là, en fait, c'est clairement le choix systématique de boissons peu alcoolisées. Donc, je ne prends que des boissons peu alcoolisées. Et ça représente 25% des consommateurs interrogés. Et puis, un troisième phénomène, qui sont appelés book ending, qui est en fait le choix de commencer, ou surtout de terminer sa soirée avec une boisson non alcoolisée. Donc, je bois des boissons alcoolisées, et puis sur la fin, je mets un petit peu sur pause, et je privilégie du coup des boissons non alcoolisées. Et ça représente 30% des consommateurs interrogés. Et est-ce qu'on sait qui sont ces consommateurs de Nolo ?
Alors pour la France, toujours selon le baromètre, si on regarde le genre, on a une consommation nolo qui est un peu plus féminine, à 31%, contre 24% pour les hommes. Et s'agissant de l'âge, bien là, en fait, il y a une assez forte surreprésentation des plus jeunes, puisqu'on a 40% quand même de 18-25 ans, 41% de 26-35 ans, contre 25% 36-49 ans et 18% seulement 50-65 ans. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet quand même, en tout cas sur ces jeunes générations qui sont potentiellement les consommateurs de demain, qui témoignent en tout cas dans le baromètre d'une appétence assez nette, en tout cas pour les boissons nolo. Est-ce que cette tendance se retrouve aussi dans la grande distribution ? Alors dans la grande distribution, si on examine en fait les chiffres pour la vente de boissons désalcoolisées, dans les différents formats de GD, hyper, super ou magasin de proximité, même drive, et je m'appuie là sur les chiffres d'une étude Circana. Si on regarde le marché des boissons sans alcool ou désalcoolisées, en réalité, il y a une prédominance importante de ce marché pour la bière sans alcool. Si on parle volume, la totalité de ces boissons, ça représente un peu moins de 118 millions de litres. Et la bière sans alcool, c'est 57% en volume. Donc c'est conséquent. Et ensuite, juste derrière, on a les panachés à 31%. Si on parle maintenant valeur, le gâteau, c'est 300 millions d'euros, un tout petit peu plus. Et les bières sans alcool, c'est 64,3% de ce gâteau. Les panachés, 14,7%. Donc on voit que les bières sans alcool trustent assez largement, presque à 2/3, tant la part en volume que la part en valeur. En revanche, si on regarde du coup les dynamiques, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas sur ces chiffres, sur 12 mois, en 2023-2024, on a une décroissance du coup en volume, notamment justement au sein des bières sans alcool, qui perdent moins 4,7%, tandis qu'elles progressent en valeur, à plus 7,6%. Donc on voit que il y a du coup une décroissance des volumes, mais globalement une structuration du marché là en GD qui tend plutôt à développer la valeur. Et si on s'arrête spécifiquement du coup sur le cas des vins sans alcool, et bien là en fait le premier point qu'il faut bien noter, c'est que c'est un petit marché en termes de volume et même de valeur, puisque ça représente seulement 2,5% en volume, les vins sans alcool, et 4,5% en valeur. Donc on part d'une petite part de gâteau. En revanche, assez dynamique, voire très dynamique, puisque les vins sans alcool sont les seuls à progresser en volume, à plus 11%. Donc une croissance quand même importante, et encore plus significative en valeur, avec plus 20% en valeur. Donc concrètement, on voit bien que la GD est structurée de longue date, puisque ça fait longtemps que la bière sans alcool est en rayon en grande distribution, que cette grande distribution, en fait, elle soutient en partie les ventes de boissons nolo et notamment de vins sans alcool. Maintenant, le rayon vin dans sa structuration, en tout cas pour la part nolo, reste à voir en fait comment est-ce que ça va évoluer, puisqu'en fait la part de linéaire n'est pas forcément aujourd'hui très très importante. Si on regarde la part de linéaire des bières sans alcool, on est à 9,20 mètres, donc c'est assez conséquent, contre 2,2 pour les panachés, 3,2 pour les apéritifs sans alcool. J'ai même pas les chiffres pour le vin. Donc en fait, ça interroge même la structuration du rayon vin sans alcool. Où est-ce qu'il va trouver sa place à proprement parler en rayon? Comment la grande distribution va sanctuariser du coup cette proposition? Et ça, c'est encore un cheminement. Et pour terminer en fait notre panorama des boissons sans alcool en grande distribution, les apéritifs sans alcool, on n'en a pas parlé, c'est relativement stable en volume. Ça représente 9,4% des volumes, donc des 117 millions de litres.
En revanche, comme le vin sans alcool, ça s'est bien orienté en termes de dynamique en valeur, puisque ça accroît de 12% et ça représente d'ores et déjà 16,5% des 300 millions d'euros en valeur. Et est-ce que vous avez étudié aussi le positionnement prix de ces boissons Nolo en grande distribution ? Oui, alors toujours selon l'étude de Circana à notre disposition, en fait, on voit que le prix progresse. On a bien compris que globalement, la dynamique sur les volumes, notamment chez les bières, est plutôt baissière, mais que globalement, en fait, ça se valorise, donc les prix progressent. En revanche, si on regarde les prix médians, on reste du coup sur des prix qui sont relativement accessibles et bon marché pour les bières. Donc le prix médian de la bière sans alcool, c'est 2,78 € et ça progresse de 13,9%. Pour les panachés, on est assez bas, c'est 1,22 € en prix médian, plus 10%. Les apéritifs sans alcool, on est à 4,32 € en prix moyen au litre, et ça progresse de 10 points également. Quant au vin sans alcool, c'est celui qui est le mieux valorisé à 4,68 € en prix moyen au litre, avec une progression de plus 8%. Mais ce qu'on peut dire en tout cas par rapport à ça, c'est que c'est un prix médian qui nous laisse penser que globalement l'offre-prix au niveau des vins sans alcool, elle reste relativement access. C'est-à-dire que contrairement à peut-être ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que la catégorie des vins sans alcool est une catégorie qui est plutôt assez premium ou bien valorisée ou bien premiumisée, en réalité, ce prix médian nous permet d'y voir clair. On reste quand même en phase avec l'offre en grande distribution sur des positionnements prix et des produits désalcoolisés qui sont, pour le vin, relativement bon marché. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la consommation Nolo en CHR ? Alors, en fait, là, déjà, il y a un premier point, c'est un sujet d'observation. C'est-à-dire, il suffit d'aller dans des cafés, des hôtels et restaurants, et ça date pas d'hier, pour voir à quel point il y a une bonne dynamique, du coup, Nolo en CHR, à quel point dans les cartes cocktails, on trouve de plus en plus souvent, en fait, des mocktails et des alternatives, du coup, Nolo. Alors j'aurais pas de chiffres en l'occurrence par-delà cette observation spécifiquement sur la part du gâteau, les chiffres d'affaires, mais il y a une étude CGA Nielsen IQ 2024 qui nous apprend que 11% des Français consomment des Nolo en CHR, ce qui représente du coup 5 millions de personnes. Donc c'est assez conséquent, et surtout ce qu'on voit, c'est que ces 11% de Français, d'après cette étude, c'est vraiment des consommateurs réguliers de Nolo en réseau CHR. 49% se déclarent consommateurs réguliers. Donc c'est probablement des individus qui ont du coup l'habitude réellement quand ils vont en CHR de privilégier des boissons Nolo. Et le vin, du coup spécifiquement en France, d'après cette étude toujours, ça représente 18% des consommations de Nolo lors des sorties en CHR. Voilà. Et les moments de consommation, là on retombe sur ce qu'on se disait sur le baromètre. C'est souvent autour de la sociabilisation après le travail, des occasions particulières, enfin un contexte qui reste relativement festif. Et pour rentrer un peu plus en détail, est-ce que vous savez exactement quelles catégories sont plutôt plébiscitées en eau ou en lot ? Oui, alors toujours selon le baromètre Wine Dynata 2024, on interroge les consommateurs de Nolo, donc les 28% qui se déclarent consommateurs de Nolo, sur leurs préférences en termes de typologie pour le produit. En version No et en version low. Et en fait, c'est assez intéressant de noter que la dynamique No est assez favorable pour les bières et les cocktails. Alors, globalement, la bière est le première catégorie privilégiée assez largement par les consommateurs de Nolo, puisqu'on a 84% des consommateurs de Nolo qui boivent de la bière no alcool, sans alcool, et 73% low alcool. Pour les cocktails, qui est le deuxième catégorie, là on a 80% qui consomment des no alcool et 68% des low alcool. Donc on voit en fait que sur les cocktails, comme pour la bière, il y a une prédominance pour le no, une certaine prédominance pour le no par rapport au low dans les choix. Tandis que pour les spiritueux et le vin, c'est relativement équilibré. En l'occurrence,
Pour les spiritueux, qui arrivent donc en 3e position, le no est à 39%, là où le low est à 42%, donc 3 points dessus. Donc il y a une petite préférence, c'est un signal faible mais intéressant, pour des spiritueux low plutôt que no. Et quant au vin, c'est relativement équilibré, on a 39% pour le vin sans alcool, le no, et 38% pour le vin à faible teneur en alcool pour le low. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que le vin est donc la 4e catégorie consommée par les consommateurs de Nolo. Donc là aussi, il y a quand même ce phénomène plutôt d'émergence. On n'est pas encore dans une catégorie aussi installée que la bière. Et du reste, j'ai le sentiment qu'on est, pour le vin, l'eau et surtout no, à peu près au même niveau qu'il était la bière il y a 15 ans, en termes de maturité et en termes de rapport même à la qualité perçue du produit. On s'accordera pour dire qu'il y a 15-20 ans, la bière sans alcool, c'était pas forcément un produit qui était très bon. Et il y a eu énormément de progrès qui permet aujourd'hui en fait d'avoir une alternative totalement acceptée en fait en termes de goût. On est vraiment dans un moment de consommation quand on boit du no alcool pour la bière qui est proche en termes de goût de la bière avec alcool. Je pense qu'on n'en est pas là pour le vin, donc on est dans son globalité à la fois d'émergence de la catégorie du côté attente consommateur et du point de vue de la recette et de la capacité du coup dans l'élaboration à arriver effectivement à une formulation du point de vue du goût qui soit pleinement satisfaisante pour le consommateur, qui soit un consommateur qui veut modérer sa consommation, donc déjà habitué au goût du vin, ou qui soit en fait nouveau consommateur, donc quelqu'un qui n'est pas forcément consommateur de vin, et qui potentiellement peut rentrer via l'Enolo dans la catégorie vin, et d'ailleurs potentiellement demain devenir consommateur de vin, je dirais, avec alcool, sans qu'il faille le désalcooliser. Et pour parler un peu plus spécifiquement justement du marché du vin Nolo, quel est le paysage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? Alors ce qu'on se constate, c'est que finalement le marché du Nolo, il échappe pas trop en fait à la structuration du marché du vin conventionnel, enfin du marché du vin en général. C'est-à-dire qu'il y a un pôle, on va dire, marque, surtout dans marque commerciale, avec un certain nombre d'acteurs importants dans la catégorie, qui sont notamment distribués en grande distribution. Donc on va dire des marques en partie précurseurs en fait de la catégorie qui vraiment participent à structurer le marché. On peut citer Bonne Nouvelle par exemple comme marque, ou Chavin, qui sont du coup des acteurs qui sont pleinement dans cette logique et qui du coup sont dans la proposition de valeur sur le vin désalcoolisé, en partie en renouvelant un petit peu les codes, mais du coup dans des codes qui sont relativement assez proches en fait du code du vin, et qui ont pour point de départ une cible plutôt jeune, féminine ou internationale, puisque ce sont des marques qui ont aussi une dynamique export importante. Donc on va dire ça c'est le pool marque. Ensuite on a du coup une deuxième catégorie qui est en fait une catégorie je dirais plus vigneronne d'une certaine manière, c'est-à-dire avec des vignerons ou vigneronnes qui sont du coup à l'initiative directement de ces démarches et qui voient dans le vin désalcoolisé un nouveau potentiel de marché, de nouveaux consommateurs à aller chercher, et qui ont intégré du coup dans leur offre globale, dans leur offre domaine, une gamme désalcoolisée en complément du coup de leur gamme usuelle, avec souvent, mais parfois les choses peuvent bouger, finalement un peu le même marketing, un peu le prolongement en tout cas, comme une forme d'alternative en fait aux gammes qu'il représente. Mais du coup c'est intéressant de noter qu'il y a quand même une dynamique vigneronne, donc des hommes et des femmes de l'art qui s'investissent aussi du coup dans la catégorie. Et enfin, il y a une troisième catégorie, alors c'est peut-être ce qui fait un peu la différence
avec le marché du vin, je dirais plus conventionnel, hein, même si on a des néo-vignerons évidemment qui s'implantent. Là, c'est plus une catégorie finalement presque d'épicuriens, des personnalités plutôt extérieures au départ au monde du vin et qui ont vu tout simplement des opportunités de marché ou qui, par des convictions personnelles, se sont dit qu'elles avaient envie de s'investir personnellement, financièrement dans le développement et la création de boissons non alcoolisées, un peu par amour de à la fois c'est une forme de convivialité, mais avec du coup une proposition de valeur différente. Et là aussi, force est de constater qu'on sort quand même globalement toujours sur les codes du vin. Donc, ce qui pose d'ailleurs la question de la capacité d'émergence, y compris, je dirais, soit en linéaire ou du point de vue de la proposition design packaging à être vraiment bien perçue. Encore une fois, donc nouvelle catégorie, quels sont les codes qui viennent du coup expliciter cette catégorie, et en fait, globalement, ils se fondent quand même beaucoup dans les codes du vin. Et ce qu'on relève aussi, puisqu'en fait, cette nouvelle proposition Nolo, en tout cas pour le vin spécifiquement, et même s'il y a encore une fois des initiatives qui ne datent pas d'hier, elle amène potentiellement de nouveau de la complexité dans un univers qui est déjà assez complexe, l'univers du vin. Et c'est potentiellement compliqué pour un consommateur en fait de bien cerner la proposition de valeur entre des vins naturellement assez peu chargés en alcool, les vins désalcoolisés, les vins sans alcool, avec du coup tout ce qu'on peut trouver également autour de cet environnement, enfin qu'on appelle dans notre jargon les proxies, donc tout ce qui est un peu wine alternatives, à savoir en fait les boissons à base de vin, les boissons non alcoolisées à base de fermentation de plantes, d'herbes, de thé, de fruits, qui elles-mêmes, ces boissons, reprennent les codes du vin en communiquant sur une complexité aromatique, un ancrage territorial, une forme de savoir-faire, de technicité, pour porter la promesse de la marque, et toujours sur un axe plutôt assez plaisir et convivialité. Tant et si bien en fait qu'il y a un environnement global en fait pour le consommateur qui est de plus en plus complexe. Et comment est-ce que du coup je sais si c'est en l'occurrence un vin désalcoolisé ou une boisson à base de raisin. Donc je m'interroge tout simplement en fait sur dans cette diversité de propositions, la capacité du consommateur à toujours faire des choix informés, parce qu'en fait tout se mélange un peu. Et tout le monde, en fait, finalement, surfe toujours sur les codes du vin, sans avoir fait des choix, en fait, même en termes de contenant, qui soient, par exemple, très différents. Donc, ce sera intéressant, en fait, de voir à l'avenir à quel point, en fait, le consommateur arrive bien à décrypter, du coup, ce qu'il achète, et particulièrement dans un contexte d'achat, du coup, non assisté, puisque, en revanche, évidemment, c'est bien le rôle des sommeliers, ou sobreliers, ou cavistes, de raconter les histoires de ces produits et de les expliciter du coup vis-à-vis des consommateurs. Mais en rayon, je pense que c'est un vrai sujet, encore une fois, de se dire comment ce rayon se structure et comment on perçoit et on comprend en fait ce qu'on achète, tout simplement. Et quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ceux qui souhaitent se lancer sur le marché des nolos ? Mon premier conseil, en fait, c'est une vraie déformation professionnelle, c'est que c'est pas parce qu'en fait on a vu du soleil et qu'on voit qu'il y a un marché qui semble relativement dynamique, mais même si encore une fois là on part au départ de pas grand chose en fait, mais qui a un marché potentiellement à construire, d'y aller avec une vraie réflexion de marque, avec une vraie réflexion sur la stratégie marketing et communication. C'est pas simplement en fait en élaborant un produit Nolo que il va se vendre, qu'il va rencontrer son public. Donc pour le coup, il y a, je veux dire, les fondamentaux de la réflexion sur la création d'une marque, la refonte d'une marque, grosso modo un sujet aussi potentiellement d'innovation, requiert en fait de se poser les bonnes questions. Et ces questions en fait c'est mon marketing mix, ma cible, avoir une véritable stratégie de marque qui permet d'avoir une vraie stratégie marketing et une vraie stratégie de communication.
Ainsi, avant de vouloir à tout prix s'implanter dans la tendance des nolos, il faut pour les marques se poser quelques grandes questions. À qui souhaite-t-on parler ? Avec quelle stratégie de marque ? Pour quels nouveaux usages et pour répondre à quelles attentes précises ? Dans un secteur contraint à se réinventer, les nolos peuvent être un vecteur d'innovation capable de faire bouger les lignes. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.